Le podcast de cette semaine est présenté par Altitude Sport, qui est ma boutique en ligne préférée pour tout ce qui est équipement de sport de plein air. Ils ont au-dessus de 400 marques et dont 60 marques canadiennes. Je sais que c'est important pour plusieurs d'entre vous. On va jouer à un jeu. Je vais piger un papier ici. Ça va me donner un contexte, puis je vais vous dire comment je m'habille dans ce contexte-là. Donc, le premier papier, il fait 6 degrés Celsius, fait que on s'entend, pas très chaud, mais à 6 degrés Celsius, on en reparle. En trail, ça ajoute un petit inconfort. Et en endurance, donc une sortie d'endurance en trail à 6 degrés Celsius. Moi, ma règle d'or, c'est si c'est pas en bas de 2 degrés Celsius, j'ai pas de manteau. Donc, ce que j'ai, c'est mon t-shirt avec un gros gilet. Moi, je cours avec les gros gilets New Balance qui ont comme des tracks dans le dos. Là. Je sais pas exactement comment ils s'appellent. Mais ça respire, mais en même temps, ça te garde au chaud. À 6 degrés Celsius, quand c'est pas en bas de 5, moi, je reste en short. Si vous êtes un petit peu plus frileux, vous pouvez mettre des leggings. Mais moi, en short, à 6 degrés Celsius, c'est parfait. Évidemment, les souliers de trail. Souliers de trail au Québec, les trails sont quand même très capricieuses. Donc, j'aime ça, des souliers pas trop stackés, pas trop hauts. Donc, des souliers bas qui te gardent en contact avec le sol. Mais étant donné que c'est en endurance, tu peux quand même te permettre un petit coussin sur tes souliers comme ça. C'est pas trop agressif. Tu peux faire une longue sortie sans risquer de te fouler les chevilles et en gardant quand même un certain confort. Fait que ça, c'est la règle dans ce scénario-là. Et si vous aussi, vous voulez vous équiper pour divers scénarios, ben vous pouvez aller sur leur site web qui va être dans la description du podcast et utiliser le code promo UPICA qui va vous donner jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Encore une fois, allez voir dans la description pour toutes les informations. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un gros recap du Tour de France avec nul autre que Antoine Duchesne, ex-cycliste professionnel et maintenant animateur du podcast Entre la selle et la pédale, qui est un podcast 100% cyclisme. Donc, si vous aimez le vélo, si vous n'avez pas encore découvert le podcast d'Antoine, je vous recommande grandement d'aller l'écouter. Je vais mettre les liens dans la description du podcast ici. Si vous aimez le UPICA podcast et que vous aimez le vélo, j'imagine que c'est le cas, considérant que vous venez de cliquer sur UPICA Podcast, recap du Tour de France. Fait que c'est pas mal exactement ça. Allez écouter ce podcast-là, c'est excellent. Antoine, je voulais le recevoir parce que, je voulais avoir les insights d'un gars qui a déjà fait partie du peloton pro sur mes impressions du Tour de France. Donc, on discute des grandes lignes. Je lui donne une coupe de hot takes. Il répond, il m'explique comment ça fonctionne vraiment au Tour de France, comment ça fonctionne vraiment dans des équipes pro. On parle de plein de trucs. On parle de Tadej Pogačar, on parle de Visma Lease Bike, on donne nos étapes préférées, on parle de tout. Tout ce qui concerne le vélo. On parle aussi de la série Netflix sur le Tour de France. Bref, j'ai adoré cette conversation-là. Moi, je suis un fan de cyclisme. Je suis le vélo de façon quand même assidue depuis le Giro en 2012. Ouais, je me rappelle précisément du Giro de 2012 parce que c'était le Canadien Ryder Hesjedal qui a gagné. Puis c'est par ce Giro-là que j'ai entré dans la passion de suivre le vélo comme une télésérie. Puis depuis, j'ai jamais vraiment décroché. Donc, c'était un plaisir de recevoir Antoine. Le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est votre destination par excellence pour tout ce qui est nutrition pour le sport d'endurance. Donc, on a notre produit, le UPICA Endurance, qui va tout en un à consommer pendant les efforts. 25 grammes de glucides par portion, des électrolytes, de la taurine. On a le UPICA Récup qui est fait pour consommer directement après les performances ou les efforts pour aller démarrer les processus de récupération et bien se réhydrater. Et on a aussi le UPICA Carb Boost, qui est une formule premium de glucides qui vous permettent d'augmenter la teneur en glucides de chacune de vos bouteilles. Donc, si vous êtes des crinqués et que vous aussi, vous voulez alimenter votre performance à la hauteur de vos efforts, allez au upica.ca
utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais sur votre première commande. Bon podcast! Cool, man, on roule. C'est parti. Merci d'être là, man. C'est vraiment le fun. J'apprécie crissement ta présence. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. J'avais vraiment hâte de jaser parce que moi, le Tour de France, j'écoute ça comme un peu une télésérie. Ouais. Comme beaucoup de monde, j'imagine, tu sais, Ouais. parce que c'est tellement, genre, c'est sur 3 semaines, puis c'est long, man. Puis il y a Ouais. comme plein d'affaires qui peuvent se passer. Sauf que là, tu te fais une idée de télésérie dans ta tête, puis c'est le fun d'avoir l'opinion ou la vue d'un gars qui a été dedans, puis qui va pouvoir challenger mes idées ou mes hot takes. Vas-y. Yes. Vas-y. Toi, tu faisais le podcast pendant tout le tour. Ouais. Fait que t'écoutais le tour à tous les jours. Ouais, j'ai toutes les étapes. J'ai fait beaucoup d'audio. Ouais. Je travaillais dehors, soit je travaillais dehors avec les écouteurs, puis là, quand j'entendais que ça brassait, puis tu sais, à un moment donné, je connais aussi les parcours. Ouais, Je connais c'est les ça. parcours, je sais ce qui s'en vient, je connais la séquence. Je savais quand rentrer, checker les money time, ou des fois, je revenais un peu pour voir telle situation, parce que des fois, il s'en passe beaucoup le matin. Tu sais, le départ de course, ça partait tout le temps dans le déjeuner. Le matin, mon fils, il disait « Je veux écouter le Tour de France. » Exact, on va le l'écouter. matin. Ah ouais, cette semaine, il était fâché. Là. Ouais. Lundi matin, Il sait pas, lui. déjà, les 2 jours de repos, il était pisse. Là. Moi aussi. Là. Ouais. Moi, j'étais comme « Ah shit, j'aimais ça mes matins, écouter le Tour de France. » Ouais, je comprends. Là, est-ce qu'il écoute le Tour de France Femmes maintenant? Ben ouais, là, on l'écoute par-ci par-là. Là. Ouais. C'est cool quand même ce qu'ils ont fait avec le Tour de France Femmes. Ben, vraiment. Ils le font vraiment de façon genre durable, on dirait. Ouais. Tu sais, où est-ce que là, il ajoute une étape, il ajoute une autre étape. Là, ça a passé de 6 jours, là, c'est rendu 9 étapes. Ouais. Là, tranquillement, pas vite, tu réalises que Chris, il y a autant de monde quasiment à l'arrivée, il y a du monde sur le parcours, il y a comme, OK, il y a de l'intérêt, puis c'est cool. Le peloton, il est rendu de plus en plus gros aussi. Là. Maintenant, ça a l'air d'un vrai peloton. T'as les mêmes équipes, t'as les mêmes plus ou moins les mêmes maillots d'équipe. Ça, exact. Ça flash, puis ça a autant de gueule. Là. C'est le fun. C'est le fun pour les filles. C'est le fun pour les fans du vélo féminin. Là, c'est le fun pour les fans de vélo, point. Ouais, ça fait d'autres choses à regarder. Ça continue, hein, c'est ça. Exact. Fait que je voulais qu'on fasse un genre de recap global du Tour de France. Puis là, moi, je vais te lancer des trucs, puis on va banter sur ça. Première chose, évidemment, la domination de Tadej Pogačar. Ouais. Le 4e Tour de France. Son 4e Tour de France à 26 ans. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Tadej Pogačar. Là, on va juste parler des grosses lignes, puis après ça, on va peut-être pouvoir parler plus de certains questionnements que j'ai par rapport au cyclisme en général, par rapport à la direction dans laquelle le sport va. Ouais. Mais essentiellement, sur les 3 semaines, intouchable. Puis là, je vais te lancer un vrai ou faux. Le prochain gagnant du Tour de France, qui s'appelle pas Tadej Pogačar, n'est pas encore sur le Pro Tour. Ouais, c'est une bonne question. Enlevons les chutes ou les trucs. Ouais. Les Mano chutes, à mano, vraiment un proper mano à mano. Ben, je dirais faux. OK. Parce que, tu sais, avec des coureurs au top, on en a vu plein. Puis, rester au top, mettons, dans ma culture vélo, mettons, des 25 dernières années à peu près, là, 25-30 quasiment, des coureurs qui ont tenu la route à être performants puis compétitifs jusqu'à la fin, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Puis c'est souvent, tu sais, des cycles là, au sommet, là, au-delà de 5 ans, tu sais, à ce niveau, sommet intouchable. Puis, mettons, tu dis le sommet intouchable de Pogačar, c'est comme. C'est genre 2 ans qui est vraiment intouchable, mettons. Ouais. Je pense. Tu sais, on se souvient en 2022, là, à l'amiable, Vingegaard l'avait plié l'étape du Granon.
Il a fait beaucoup il se faisait beaucoup reprocher qu'il faisait des erreurs. Là, maintenant, il est rendu qu'il court beaucoup plus juste. Il se fait maintenant reprocher qu'il court trop juste. Il a fait un tour parfait. Puis on a reproché qu'il était pas assez agressif. Avant, il se faisait reprocher qu'il était pas assez calculateur. Ouais. Les gens sont un peu jamais contents. Mais là, il court juste. Puis je voyais aujourd'hui, je pense que c'est Vellon qui avait mis les stats. Il a gagné tout ce qu'il a fait. Ben, les stats, à part des podiums. Je l'ai envoyé à une amie. C'est comme, voici. J'y ai expliqué c'est quoi un monument parce qu'elle vient à cause de justement Netflix, la série, elle vient de s'intéresser au vélo. Fait que là, j'explique que c'est pas juste le Tour de France, le vélo, puis que c'est aussi les monuments. Ouais. Puis là, c'est Milan-San Remo, 2e. Tour de Flandre, premier. Victoire. Paris-Roubaix, 2e. Ouais. Victoire sur Liège, Baston-Liège. Ouais. Puis là, Île-Lombardia. Qui l'a jamais probablement gagné parce qu'il a jamais perdu. Fait que sur les 5, il va avoir fait 2 podiums, 2 victoires, 3 victoires. Ouais, podium sur les 5, je pense que c'est jamais fait. Ouais. Puis là, dans la même saison, gagner autant. Puis tu sais, on ramène encore à 2 semaines avant le premier monument qui est Strade Bianche, qui est pas classé monument encore, mais qui a gagné. Mais c'est juste... Ça donne un timeline de pic. T'sais, il a gagné à UAE, il a gagné à Strade. C'est que depuis mi-février, il a tout gagné jusqu'à fin avril. Il s'est repréparé puis il a écrasé Dauphiné Tour. C'est dur de. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais. C'est vraiment une domination complète. Puis le fun à regarder aussi. Ouais. Je trouve. Mais c'est ça. Pour répondre à ta question, je pense que. Il peut pas dominer de même. De plus en plus, il y a des coureurs qui performent, là, comme les performances de Timon Arensman de chez Ineos qui a gagné 2 étapes. C'est quand même, je pense qu'il y a un profil de coureur de général. Le Ineos sont quand même en transition. C'est pas facile depuis comme 2-3 saisons, mais là, un coureur de même, c'est le genre de coureur qu'une équipe peut se dire, OK, on va construire autour de ça, puis je pense qu'il y a de l'avenir. Avec le budget d'Ineos quand même. Ben, c'est ça, puis la connaissance, le background Dave Relford qui revient dans le décor aussi. Je pense que Geraint Thomas, il va rester impliqué dans le management aussi. Ça fait qu'il y a plein de choses. Je pense que c'est un des coureurs, des Vauclin qui finit bien. Après, en ce moment, il y a personne qui joue assez fort. Ouais. Mais tu sais, Lepevitz, 11 minutes sur 80 heures, c'est pas des années-lumière. Il était dans le game. Puis début, l'an dernier, il y a peu de gens qui entendaient son nom. Là, cette année, il est sur le podium, meilleur jeune, à gauche, à droite. Podium du Tour de France, il y a 22 ans. Ouais. Ça fait que, tu sais, on peut progresser. Si on se souvient de Pogacar il y a 4 ans, 5 ans. Ça, son premier tour qu'il a gagné, il a gagné... 2020, je pense. C'était 2020? Pas le tour. Ouais, c'est le tour pandémie. Ouais, c'est ça. Le tour pandémie, je me souviens d'une étape dans les Pyrénées. Roglic, il l'avait laissé partir parce qu'il était comme... Il est pas dangereux, lui, mais là, il avait mangé 1 minute, puis au final, c'est 6 minutes-là. C'est ça qui a permis de rester dans le game. Mais avant le dernier jour, il y a personne qui le mettait vainqueur. Là. Il était pas calculé. Avant même une défaillance de Roglic à ce contre-la-montre-là. Là. Ouais, ça c'est quand même assez triste pour lui. Là. C'était sa chance. Il l'avait. La gueule qu'il avait, c'était incroyable. Fait que ça, c'est le plus gros storyline. C'était laquelle de ces étapes, laquelle des étapes de Pogacar t'a le plus impressionné cette année? Ben, ce qu'ils ont fait à Otakam, le slingshot au pied, comme si c'était un... Ça n'a pas rapport. Ça, c'était incroyable, mais maintenant, sérieux, il n'y a comme plus rien qui impressionne. Son début de semaine, je capotais un peu pour tout le monde. Là, ça a couru tellement agressif. Ouais. C'était tellement un début de semaine nerveux. Pour ceux qui connaissent pas ça, le nord de la France, là, il y a beaucoup de road furniture, des îlots centrales, des poteaux, des cutters, un peu partout. Puis c'est stressant quand t'es coureur parce que il y a beaucoup de rétrécissement, grossissement, il y a du vent, il y a des parties découvertes, c'est des petites bosses, des petites routes, grandes routes, c'est que ça fait puis c'est un début de tour. Les débuts de tour sont tout le temps extrêmement nerveux, surtout quand il n'y a pas de montagne. Puis chaque jour, ils ont joué, il s'est passé de quoi? C'est qu'ils ont mis beaucoup d'énergie. Il s'est mis dans une position rapidement qui a pu la jouer extrêmement défensive. C'est pour ça que ça a fait un peu une tournure, des fois un peu moyen, mais... C'est ça a fait c'est ça, on va revenir tantôt sur plus comme
l'appréciation globale du tour, là, mais la première semaine était incroyable d'un point de vue de spectateur. Là. Incroyable. Ouais. Incroyable. T'sais, on a parlé avec Guillaume Boivin vers la fin de la première semaine, puis il était juste... Il a tête brûlée. Ah ouais, mais sauté, j'y ai parlé à la fin, il est cuit, là, complètement cuit. Il a chuté en plus. Là, tout le monde a chuté, mais c'est ça, une première... Il y a tellement de chutes, il y a tellement de pression, il y a tellement de choses en jeu, parce que tout le monde est dans le game, personne n'est vraiment fatigué encore. Fait que il y a de quoi à gagner pour tout le monde. Tout le monde a le couteau entre les dents. Puis là, de plus en plus, avec ce nouveau vélo-là, le vélo à la mode, là, la nouvelle génération, il y a de quoi à gagner à chaque jour. Il n'y a plus comme d'écrit déjà que c'est comme aujourd'hui, ça va se passer de même. Là, c'est comme, il n'y a plus de règles. Là, c'est full gas. Puis avec des Pogacar, c'est comme les étapes que c'est pas Pogacar, il faut tout mettre parce que tout lui, le monde, parce que sinon, tout. Ça va être lui, c'est ça. C'est ça. Ça fait que les équipes, ils essaient de gagner, d'aller chercher, d'aller gratter où ce qu'ils peuvent. Là, donc... ça a été l'étape de Pogacar. Otakam, c'était quand même. Mais sa première victoire qui bat Van Der Poel au sprint, là, qui va chercher sa 100e, c'était cool le finish, là, la bosse quand il a essayé de lâcher Vingegaard, que Vingegaard s'accroche, puis là, finalement, les sprinteurs arrivent, puis il fait un sprint là, et qui réussit à plier Van Der Poel sur le faux plat montant. C'était... T'sais, ça a tenu avec... Il y a Jorgensen qui est sorti. Il y a eu comme un jeu de tactique d'équipe de UAE, de Visma, qui était quand même assez excitant à regarder. Puis le lead-out vers cette dernière bosse-là, ça roulait. Là, Mais tu sais, le monde réalise pas ces finishes-là. C'est tellement intense. Moi, c'est ça, je trouve le plus... tellement vite. C'est ça, je trouve le plus sick dans le cyclisme. Parce que, tu sais, Otakam, c'était vraiment impressionnant. Mais c'est... Pogacar tout seul qui roule. C'est comme tu vois pas vraiment ses watts. Si on pouvait au moins voir quelque chose. Mais là, tu vois juste la vitesse qui est comme dur à quantifier quand tu la vois. Mais pour quelqu'un qui a peut-être monté à ta cam, tu fais tabarnak, ça roule. Moi, ma préférée de Pogacar, c'est con à dire, c'est même pas une qui a gagné, c'est la dernière, man. L'étape 21. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que pour le tour, j'ai trouvé que le tour a vraiment été chanceux que Pogacar veulent la jouer. Parce que en arrivant vers l'étape 21, il y avait beaucoup de critiques qui allaient changer la tradition, la traditionnelle Champs-Élysées puis tout. Puis j'ai l'impression que le cyclisme, il y a beaucoup de récalcitrance au changement. En général, c'est très culturel, très franchouillard. Exact. On y reviendra. Là. Mais là, tout le monde, moi, tous les commentaires que j'ai entendus avant l'étape, c'était on n'est pas content, on veut garder l'arrivée aux Champs-Élysées. Tous les commentaires que j'ai entendus après, c'était c'est incroyable cette étape-là, c'est la meilleure étape du tour. Là, Puis c'est con à dire parce que si Pogacar était pas là, je veux dire, il a dynamité la course, la première ascension de Montmartre. Dès la première des 3 boucles, c'est devenu automatiquement intéressant, alors que d'habitude, l'étape 21, t'écoutes le début, si jamais tu veux voir les photos, là, mais t'écoutes les derniers kilos parce que les échappées se rendent jamais, puis tu sais, comme... Mais là, c'était vraiment, OK, non, river à mon écran pendant 50 km, puis finalement, finir avec les yeux pleins d'eau à cause que Van Aert, il sort des morts, man, pour gagner. C'était incroyable, cette étape-là. Là. Sérieux, puis tu sais, d'avoir les couilles de faire ce qu'il a fait, tu sais, lui, c'était smart. C'est toute son équipe, il a dû dire comme, regarde, placez-moi au pied, puis laissez-moi regarde, prenez pas de risques. Prenez pas de risques, mais lui, pour pas prendre de risques, il se devait de prendre les choses en main, parce que là, il se mettait dans une situation qu'il allait avoir aucune équipe, c'est qu'il fallait qu'il filtre le plus possible. La meilleure façon de filtrer, c'est de faire péter tout le monde. Fait qu'il il se sent après un tour, il était comme 2 groupes, là, pas trop loin. Deuxième attaque, ils sont rendus 6, troisième attaque, ils sont juste 2 en haut. Là. La force de Van Aert, puis de voir le pilotage après qu'il y a eu. Une fois pété, j'étais comme, c'est sûr, c'est fini, Van Aert, il va prendre tous les risques. Puis t'avais Moritz qui avait dit en entrevue, moi aujourd'hui, c'est la victoire à l'hôpital. C'est comme ça qu'il est resté dans ce groupe-là, parce qu'après la deuxième ascension, il était droppé, mais il a ramené tout le monde. Des pavés mouillés, là, mouillés, c'est tellement tough à gérer, à piloter, ça glisse, la traction
est pas pareille. Surtout s'il a fait de beau là, il y a eu beaucoup de pluie, mais tu sais, des fois, t'as une première. C'est une patine, des fois, ça peut être, tu peux pogner un pavé, c'est comme une patinoire, là. Ça fait que c'est tough pour te lancer, là, même s'il virait moins vite, là, mais Van Aert, il a poussé à la. Il allait à la limite en esti. À la limite. Puis la limite, il la connaît, c'est un champion du monde de cyclocross, mais c'est ça, c'était sûr que Pogacar, il allait dire comme prends pas de risque. On a vu aussi à l'oreillette, c'est comme OK, là, regarde. C'est beau, là, tu lui as fait le show, là, t'as honoré le maillot jaune, mais pour le monde, de voir, tout le monde qui le critiquait, de dire, OK, je prends le risque de faire ça pour la gagner parce que j'y crois, puis il l'a quasiment gagné. C'était vraiment hot à voir, parce que Van Aert a fait... Van Aert, il est cool. Il est cool. Tout le monde l'aime, apparemment, de ce qu'on entend. C'est genre un superstar dans le peloton. C'est un gentleman. C'est un gentleman. Moi, j'ai jasé, c'est souvent discuté avec. Il est cool, il est respectueux. Puis il aime le bike. Ouais. Lui, je me souviens, il y a des années, ses vacances, il faisait une traversée de vélo avec Thomas De Gendt en backpacking. genre, avec leur tente en arrière. Non, mais oui, carrément. Puis il était trop content. Là, il se promet, une petite paire de famille, 2 petits boys, puis non, il mérite, là, puis tout le monde, il s'est tellement fait chier dessus par la presse belge dans les classiques parce qu'il gagnait pas, c'est comme, hey... Des podiums tout le temps aussi, là. Oui, mais c'est comme, il y a 6 mois, j'avais la jambe ouverte à la Vuelta après 4 victoires, là, hey, désolé, je suis pas champion du monde, là, donnez-moi donc un break, là. Ouais. Puis c'est fou, en plus, tu sais, il y a beaucoup la comparaison, Van Aert, Van Der Poel a raison, là, de par leur rivalité sur le cyclocross, puis après ça, c'est comme, globalement, Van Der Poel a des meilleures performances, probablement individuelles, sur la route. Mais Chris, Van Aert, il se sacrifie quand même beaucoup plus pour son équipe. Là, le nombre de saisons qu'il a consacré à faire gagner. Juste au Giro cette année. Là. Il a fait gagner le Giro à Visma, Van Aert, cette année. Là. Il était pas là pour des ambitions personnelles nécessairement. Là, de faire le combo Giro-Tour pour être un équipier. C'est normal qu'en année, t'arrives pas top shape à toutes les classiques, tandis que Van Der Poel, il y a les classiques à contrôler. Là. Non, 100%. 100% là, Van Aert, c'est l'équipier que tu veux dans ton équipe. Il a justement signé un contrat à vie. À vie, c'est fou, un contrat à vie quand même. Hein? Tu prendras ta retraite quand tu veux. Ouais, c'est ça. À 55 ans sur le bike. Mais tu sais, à un moment donné, je comprends, il va être recyclé d'une certaine façon. Ouais, c'est ça. Je comprends pas comment ça va dealer. Je sais pas, il doit être sur du 3-4 millions. C'est comme, bon, là, je cours plus, mais j'ai un contrat. C'est à partir de quand que tu dis comment, OK, vous pouvez arrêter de me payer. C'est quand à vie, tu sais. Ils vont pas lui donner 4 millions pendant les 50 prochaines années. Là. Exact. Il doit y avoir des clauses, j'imagine, dans le deal. Sûrement. Parlant de Visma, en fait, deuxième truc que je voulais qu'on parle ensemble. Évidemment, Visma, qui la seule équipe qui est capable de donner quelque chose à UAE. Moi, je suis plus curieux à savoir comment est-ce que ça peut arriver dans un tour comme ça pour une équipe complète d'avoir des off-days tout en même temps. Mettons, c'est arrivé à 3 reprises, notamment le premier contre la montre. Ouais. Où est-ce que Jorgensen s'est fait sortir complètement du GC sur le premier contre la montre. Vingegaard chier complètement son contre-la-montre. Toute l'équipe a eu vraiment un off-day, puis c'est arrivé une autre fois. L'étape du Tourmalet, je pense. Ouais, exact. Non, pas l'autre... Non, parce que Tourmalet, ils ont traversé le Tourmalet en mettant quand même de la pression. Ouais, non, c'est l'autre d'avant là, c'était... Je pense, c'était-tu la super bannière? C'était Hautacam, en fait. C'était Hautacam où est-ce que Vingegaard s'est retrouvé complètement tout seul tôt, puis qu'il n'y avait plus aucun équipier, puis que même lui n'a pas été capable de il a pas été capable de suivre Narvaez. Lui-même s'est fait dropper par Narvaez, ce qui n'est pas normal. Fait que comment ça peut arriver dans un grand tour? Parce que, puis je veux pas qu'on parle de soupçons de dopage ou quoi que ce soit aujourd'hui, là, mais c'est ce que beaucoup de monde mentionne. Moi, j'embarque pas là-dedans nécessairement. Puis c'était pas, je veux dire, les performances ont pas été... dire toute l'équipe a eu il y avait une grosse ambition cette étape-là. Leur plan de match, il était facile à comprendre, ce qu'ils essayaient de faire. Leur coureur clé, qui était 5e au général, qui est Jorgensen, a une mauvaise journée. T'sais, il pète sur le train de son teammate Campenard, qui est pas censé péter. C'est à ce moment-là que lui pète.
Ça envoie un message à toute l'équipe. Ben là, en Visma même sont temps, pas Visma, mais UAE sont comme bon, ben regarde, leurs plans marcheront pas parce que c'est sûr, c'était de mettre de la pression avec Jorgensen. Ouais. Puis là, ils peuvent plus mettre de la pression. C'est qu'ils savent très bien que les autres, ils s'en foutent du reste. Là, t'as Evenepoel qui avait aussi une mauvaise journée. C'est un autre poids de moins pour. Tu sais, là, ça a donné une confiance de fou à UAE. Puis Visma, de voir ça, là, c'est comme, oh shit, là, notre plan peut pas fonctionner. T'avais quand même Adam Yates, Simon Yates, puis Kos qui est encore là. Mais au final, tu sais, là, tu perds un peu le momentum. Puis là, dans ta tête, ça se met à jouer. C'est que, tu sais, je pense pas. Tu sais, le momentum, c'est ça que je dis tout le temps. Quand le monde il parle de les questions de dopage, puis pourquoi une équipe ou une entreprise ou du monde, tu sais, il y a quelque chose. Tout le monde a mané gang, tu sais, comme en ce moment, c'est juste ceux qu'on voit, c'est juste ceux qu'on entend. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas possible. T'sais, nous, c'est comme, c'est sûr qu'ils font de quoi, ça n'a pas de bon sens, mais tel équipier a fait tel. Mais moi, j'ai fait des fois des performances quand j'étais mis dans une situation qui était critique et très importante, je faisais péter des gars que normalement c'était comme, mais voyons, c'est pas possible, c'est Duchesne qui me fasse péter là, dans des cols, là. Puis quand t'as un leader qui te donne confiance, t'as une équipe qui te donne, puis là, tout le monde marche, puis tout le monde donne son 100%. Tu pognes, puis là, à un moment donné, on en gagne une. Puis on voit souvent les sprinteurs, là, à un moment donné, le gars qui gagne le premier sprint, là, malheureusement, c'était Philipson, puis il a chuté, mais comme. T'as tout le temps un sprinter qui gagne 3 étapes. Guillermin l'année passée, c'est ça. Il en gagne un, puis là, c'est comme hop, il y en a 3 autres. Après ça, t'as toute l'équipe qui c'est comme. Regarde, on a gagné, on a le maillot vert, c'est plus facile de placer. Là, t'es comme, OK, là, en ce moment, c'est lui le plus vite. C'est que là, tous les autres disent, je veux prendre sa roue. Ouais, personne n'est capable de le passer. C'est que là, lui, il perd pas d'énergie à chercher. Ça fait que c'est. Le momentum, ça fait pour beaucoup. Puis là, dans cette étape-là, ils ont perdu le momentum. L'inverse fonctionne aussi, c'est ça. Complètement, encore plus. Encore plus, ça fait. Parce que probablement, effectivement, tu as raison que. Parce que même dans le contre-la-montre, quand Jorgensen avait ses splits, puis c'est comme, man, t'es off, une minute off. C'est tout notre plan sur lequel on est arrivé au tour en se disant, si on a une chance de battre Pogacar, c'est d'envoyer, de double attaquer avec nos 2 leaders au GC, puis de contrer Pogacar tout le temps. Mais là, tu vois les splits qui passent, puis il est en train de failer complètement. Vingegaard doit pas être dans ses culottes en se dire, ah ouais, on le gagne ce tour-là. Là, ah, puis je veux dire, pour avoir les deux fait une mauvaise, tu le sais quand tu passes un départ, le moment donné, là, les jambes, là, t'es comme, fuck, j'ai pas des bonnes jambes. Là. Tu sais, un bon jour, là, ça fait pas, c'est pas un vrai mal. Tu sais, c'est comme, tu forces, mais c'est le fun. C'est comme, t'as envie d'en mettre toujours plus, puis t'es comme, puis là, tu vois tes chiffres, t'es comme, il y en a quasiment trop. Là. Puis, mais une mauvaise journée. Une mauvaise journée, tu le sais, là, t'es comme, t'es 20 watts en dessous de ton pacing strategy, puis t'es comme, j'enlèverais encore une gear. Puis il reste 15 minutes, tu sais, c'est que là, dans ta tête, de rester concentré, de continuer de dire, c'est le général, OK, je fais pas une bonne performance, mais il faut que je me batte, tu sais, je peux pas me perdre 2 minutes, il faut que je perde le moins possible, mais non, ça se passe pas comme je voudrais. Puis c'est que c'est un combat avec toi-même, là, puis c'est ça qui est tough, contre-la-montre. C'est pour ça que t'as des champions spécialistes qui sont capables de rentrer dans une zone puis de rester concentrés. Puis les gars de général, ils se doivent, même sur la mauvaise journée, de limiter les dégâts. Tu sais, je pense que ça arrive, là, des journées un peu moins bonnes. Les premiers jours, les 4 jours avant ce premier chrono-là, ils ont été vraiment durs. Ils ont été dans l'action. Jorgensen a fait beaucoup d'efforts. Tu sais, les gars, justement, on parle que le monde va, ils ont une mauvaise, ils ont fucké de quoi dans la dose, mais c'est tellement cave, je trouve. C'est comme la preuve que c'est humain. Il y a des mauvaises journées, il y a des bons jours, Des fois, le lendemain, tu peux être mieux. Ce qui est arrivé, justement, Vingegaard, il s'est fait lâcher sur Otakam. Le lendemain, c'était le contre-la-montre uphill. Puis là, il y a eu un super bon contre-la-montre. Il est vraiment rebouncé de ça. Puis de voir Remco, la défaillance totale de jour après jour à essayer. Puis un moment donné, je pense qu'ils ont pris la meilleure décision. Là. Quand tu mets de l'argent pour faire un podium, tu sais, Remco, il visait le podium, victoire d'étape, il y a eu une victoire d'étape. Là, c'est comme, OK, non, c'est sûr, ça marchera pas de dire, je veux aller chercher de l'expérience. Ça vaut pas la peine. Pas quand t'as 3-4 millions sur la tête du gars. C'est comme non, là, tu peux être encore champion du monde cette année. C'est ça qu'on va aller chercher. Là, on va pas t'épuiser. Surtout quand tu vois, mettons que
t'es en train d'underachieve, là. Tu sais, c'est comme tu vaux plus que ça. Là, si tu fais rien que creuser un trou pour rien. Puis tu vas être une distraction aussi pour l'équipe. Ah ouais, après ça, c'est dur. Finalement, l'équipe se sont bien revirées de bord avec l'étape du Ventoux. Ouais, exact. Parlant justement de Remco, c'était pas une affaire que j'avais en tête de parler, mais c'est tant mieux que ça vienne sur le sujet. Parce que là, il s'en va à Red Bull. Selon tout dire, là, c'est ce qu'on entend dire. Tant que le 1er août n'est pas arrivé, on sait pas. Tant que le contrat n'est pas signé. Mais il y avait des... parce que toi, t'as quand même grandi dans ta carrière de cycliste dans la vieille école. Mm-hmm. T'as pas vraiment vécu la révolution des carbs. Un peu vers la fin. J'étais arrivé juste, les 2 dernières années, là, j'ai vécu vraiment mes 2 dernières années, c'était ce que c'est aujourd'hui encore. Okay. Je parle des fois, j'ai encore des chums, le staff de la performance, des directeurs de la performance, puis des fois je suis comme, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi les nouveaux trucs, avec Hugo, puis la même chose pas mal. Ça ressemble à part le heat training. Là, ça c'est la nouvelle affaire de la dernière année, Ça, c'est bien hot, mais... Puis, fait que, où est-ce que je veux en venir avec Remco, c'est, j'entendais, puis là, la révolution des carbs, mais aussi, plus autour de la nutrition en général, tu sais. Puis, Tadej, il court à son poids d'entraînement. À l'année longue, il reste au même poids à 2 kilos près, mettons. Ouais. Puis Remco, lui, à chaque année, il veut être plus slim pour le tour, fait que mettons, entre le Dauphiné et le Tour, il perd comme 5 kilos. Là. Ouais. Puis j'écoutais un podcasteur que j'aime qui est juste il est pas un cycliste, là, il est juste comme intéressé par la nutrition sportive puis la performance en nutrition. Puis lui, il disait que clairement, Remco, quand il fait ça, il arrive au Tour avec un déficit d'énergie. Puis ça va être impossible pour lui d'être capable de rivaliser si il est pas tout le temps au même poids puis qu'il a besoin de faire cette cote-là. Puis il disait pas faut qu'il soit au poids du Tour à l'année longue. Il disait faut qu'il soit à son poids de peak performance à l'année longue. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que toi, au début de ta carrière, le poids, ça devait être quelque chose qui était vraiment contrôlé, même j'imagine, à la fin. Ouais, ben ça a toujours été contrôlé, mais avant, c'était contrôlé sans savoir comment, tu sais, c'était comme le but, c'était comme faut que tu te faisais pincer à bedaine par le doc puis par les vieux soigneurs, puis enlever ton pain de ton assiette, genre. Pincer la bedaine. Ouais, on prend le pain, on s'en va avec le pain. Sérieux, c'est n'importe quoi là au début. C'est tellement con. Tu sais, il y avait une balance dans l'entrée au bout du couloir de l'hôtel, puis tu sais, on se faisait monotoriser. C'était ça là, c'était vraiment cave là, c'est avec des t'sais, on mangeait pas dans. On roulait longtemps puis on mangeait pas. C'était comme, ben oui, on perd du poids. Puis, tu sais, ces vieilles techniques-là, je ne connais pas l'entourage de Remco, là, mais ça fait les vieilles mentalités. Mais après, est-ce que mettons, justement, son poids ça de santé. Patrick Lefebvre un peu, là. Mais si son poids. Il n'y a pas une shape de coureur de grand tour. C'est une balle de fusil faite pour être sur un bike de contre-la-montre. Il en a déjà gagné un grand tour. Est-ce que c'était le grand tour avec la plus grosse, le plus gros fil? Non, mais il a gagné un grand tour pareil. Fait qu'il est capable. Il est capable de monter la 3e semaine. Exactement. Puis c'est un des plus grands coureurs de la génération actuelle, mais... Double médaillé d'or olympique. On veut juste comme continuer à... Puis triple champion du monde. Continuer à mettre le CV. Ça fait... Mais si son poids de forme, de peak forme, il est trop lourd pour vraiment passer à travers 50 000 mètres de dénivelé, ce qui est un grand tour. Puis il est obligé, il est comme, si j'ai pas, c'est trop droite, il connaît, c'est trop droite pour passer à travers ça, il faut que je perde du poids pour vraiment réussir, watts par kilo, rivaliser avec les vitesses qu'il n'y a pas Pogacar, parce que maintenant, tout est calculé, t'es capable d'un peu tout savoir, puis c'est comme, les Pogacar, ils montent à 7 watts par kilo pendant une demi-heure. C'est que si t'as 3 kilos de trop, non, tu suivras pas, là. Fait que peut-être c'est une hypothèse, peut-être c'est ça, il est encore jeune, le monde est difficile, là. On dirait que ça fait longtemps qu'il est là, mais c'est parce qu'il est passé pro à 19 ans, puis il était sur le podium des championnats du monde à 19 ans, puis il avait genre 8 victoires, ça fait comme longtemps déjà qu'il est parmi les meilleurs au monde, mais c'est encore un kid, là. Il est encore jeune, puis il est encore le maillot blanc, là. C'est le meilleur jeune du tour, là. Ça fait que
Je pense, moi, je l'écarte pas comme Eddie Merckx il a mentionné, je pense, aujourd'hui ou hier, en disant non, ça arrivera jamais. Comme ça arrivera jamais, c'est un contre-la-montreur, il est pas fait pour faire des grands tours. Moi, je pense pas. Peut-être dans une équipe avec une plus proche de la science, peut-être, ou... Peut-être, ou d'adapter, c'est juste, il essaye d'être champion du monde de chrono, mais de gagner un grand tour, c'est quand même pas pareil. C'est pas le même training. C'est pas le même training. Après, il est petit, ça fait que il peut être quand même puissant, puis il est pas trop lourd. Mais c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil, puis ça fait que. Ouais, il y a je pense qu'il y a des trucs à ajuster. Là. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'abandon dans ces grands tours. Il fait beaucoup des bons. Il y avait des stats, là, je pense, ces 5-6 derniers grands tours. Là, des bons débuts, puis il en a abandonné la moitié. Là, ça fait. Ouais. Puis peut-être que si jamais tu te pousses jamais à le finir, même quand ça chie complètement, peut-être que tu prends une habitude. Là. Peut-être que tu prends une habitude. Après, mais je sais pas, maintenant il s'entraîne. Lui, je pense il passe sa vie même en altitude là, à faire des blocs de training de 3, à faire comme 100 heures en 3 semaines. C'est qu'il stimule son corps. Après, il n'y a rien comme être on à 100%. Regarde, je sais pas. À suivre pour il a quand même fini 3e du tour l'an dernier. Là, exact. Il est très bien capable de faire des grands tours. C'est ça. Oui, il y a des abandons, mais il en a gagné un, puis il a fini sur le podium d'un autre. Puis, c'est mieux que moi, là. Effectivement, c'est mieux que moi aussi, en fait. C'est ça. Ouais, ça fait que les médias sont. C'est rough. C'est rough. Ouais, on en reparlera après, d'ailleurs. Puis, dernière chose avant que je te donne mes hot takes sur le Tour de France. Ouais. C'était vraiment cool de voir Ben Healy, puis. Voyons, c'est le champion américain. Quinn Simmons. Moi, c'est à eux autres mes étoiles du tour. Là. Je les ai vraiment. Ben Healy, l'étape qu'il a gagnée, il l'a gagné en bonne et due forme. Là. Ouais. On en reparlera, mais il y a certaines victoires d'étapes qui sont un peu un cadeau de Pogacar, mettons. Là. Mais Ben Healy, l'étape qu'il a gagnée, c'était en bonne et due forme. Ouais. Puis Paré Peintre lui doit aussi un Ventoux. Là. Ouais. Mettons à Ben Healy, là. Sérieux, là. Parce qu'il était, tellement on dirait genre de l'énergie, une boule d'énergie, man. Tu te dis, j'ai vu ses stats, ils ont sorti genre, tu sais, son power meter, là. Son power meter. J'ai vu ça passer. Hein. Average RPM à 97. Fait que ton RPM, là, à 97. Average mais toi, tu t'entends ça, puis c'est normal, genre? C'est élevé. C'est élevé, mais c'est pas choquant. Là, mais moi, ça m'a choqué. Okay. Toi, t'es un grinder. Ben, je veux dire, un grinder, si je me force à être à 90, mettons. Ouais. Puis à 90, une fois que après mon warm-up, je suis capable de rester à 90 sans trop y penser. Ouais. Mais tu sais, il faut que j'y pense. Là. Puis 97. 97, c'est de moyen. Je spinnerais sur ma selle, là, mettons. C'est pas une stat que j'observais beaucoup. Okay. Là. Ouais. Mais ça, regarde, c'est un bon point à t'améliorer. Parce qu'il y a l'efficacité. Moi, mettons, je m'entraînais beaucoup. Dépendant, je me souviens, le dernier tour que j'ai fait, je savais que j'allais avoir un rôle pour placer d'un virage, tu sais, sur le plat. Fait que là, c'est comme, faut que tu amènes à 600 watts, à 55 km/h, 60 km/h. T'as pas le choix de spinner, là. Tu spins, tu tournes la 50-50. Ouais. Puis tu sais, faire, mettons. 97, c'est à 55-11, man. C'est que ça tourne, il n'y a rien d'autre, là. Ça fait. Mais tu sais, mettons, faire 500 watts d'un pitch de boost, c'est comme pas pareil. C'est pas le même effort. Puis d'être efficace à haute révolution, à haute intensité, c'est de quoi qui se pratique, c'est ta position, c'est ton gainage, c'est ton... Puis juste, mettons, au début de saison, quand je commençais à faire, mettons, ce genre de training-là, pour les mêmes watts que je ferais dans une bosse, j'avais comme 15 pulses de plus, juste parce que t'es pas assez efficace, puis à un moment donné, ça stabilise. C'est qu'il y a plein de types d'entraînement pour te pratiquer ça. Puis après, lui, est-ce qu'il est plus... Il travaille moins musculairement, il est-tu plus efficace? Après, c'est une préparation, puis c'est une aisance. T'en as qui graignent plus, comme les Yates. C'est une préférence. Ouais, un peu. Puis qu'est-ce que ça te coûte une journée dans le break, mettons, en termes d'énergie, versus une journée dans le bunch, quand t'arrives le soir, là? Ben, mettons, les étapes daily, là, ouais. ça coûte pas
tant plus parce que les étapes qui étaient à l'avant, c'est des étapes qui sont difficiles, c'est des étapes accidentées, des étapes que le placement est important, c'est avec une nervosité toute la journée, toujours te replacer, les bosses, il faut que tu montes vite aussi. Oui, là, tu prends du vent, mais tu sais, un bel échappé de disque, une belle cohésion, ça s'entend. C'est quand même fluide, puis là, t'as pas de stress, t'as pas de frottage, il n'y a pas de changement de rythme ridicule, c'est que t'es comme beaucoup plus lissé, puis tu gères, mais tu sais, c'est très, très demandant, mais pas exponentiel, mettons. L'étape que Van Der Poel a faite avec son teammate, étape chill sur le plat avec du vent à deux. Partir d'Elgon. Là, c'est 150 watts de moyenne de différence. Genre, ben, tu sais, ils ont dû rouler. Il a dû sortir une journée à 350 de moyenne minimum. Ça, man, c'est. Ça, moi, je la comprends pas. C'est bizarre en esti, là. Tu sais, 5 jours après, il sort avec une pneumonie. C'est beau, ok, l'histoire. On a joké avec mon teammate, on a dit que j'allais le mettre le plus combatif de la journée. Moi, je suis manager, je suis comme les clowns. Vous êtes drôle, là. Oui, c'est bien fin, là, mais il y a des étapes à gagner encore. Ouais. Ça, c'est une étape que tu peux gagner au sprint. Ouais. T'en vas pas faire le clown. Là, on a déjà perdu notre sprinter en plus. Il l'a quasiment gagné. Sérieux, tu sais. Il a vraiment failli toutes toutes les mauvaises heures, mais reste que le risque. Puis la demande, tu sais, ça a tellement été dur, ce tour-là, les premiers jours, puis il était tellement actif. C'est comme, OK, c'est beau, t'es fort, mais comme justement, il y a des étapes à gagner encore. Le but, c'est pas, OK, c'est beau, vous avez fait un show, mais comme, l'objectif reste quand même tout le temps de se rendre à Paris. Ouais. Je sais que lui, OK, regarde. Et en plus, en sachant que cette année, tu peux gagner aux Champs-Élysées, c'est comme l'étape est faite pour toi quasiment. 100%. Ouais. Surtout là, il est en forme. C'est ça. Tu sais, s'il était là, il était en haut avec Van Aert et Pogačar. Il y en avait 3 en haut, il était là les 3. Là. C'est sûr. Ouais. Ça fait quoi? Moi, je pense que de jouer à aller dans toutes les échappées, à faire le clown de même, ça, je trouve que c'est stupide un peu là, d'un patron. Si j'étais patron, j'aurais dit comme les gars, OK, là, vous avez fait 20 bornes, là, vous revenez dans le peloton, là, ça suffit. Là. Ouais. Vous en allez nulle part. La joke là. est finie. Là. Ouais. Mais tu sais, il s'est mis. À côté complètement. Ça a été beau, télévisuellement, c'est nice, là. T'as un des meilleurs coureurs au monde qui livre une performance. Ça a été une des performances les plus incroyables, là, ce qu'il a fait, là. T'sais, il s'est mis au bout de lui, puis il l'a quasiment eu. Là. Quasiment. Vraiment, il y a des échappées qui se font reprendre plus loin que ça. Vraiment, à 20 bornes avec du vent de côté, 50 secondes, j'étais comme c'est mort, il est repris dans 2 km. Ouais. Nope. Il a tenu ça 20 bornes tout seul, quand derrière, ça roulait aucun sens. Ça. Ouais, vraiment. L'épreuve qu'il a faite. Oh, imagine ça. Man. Imagine te dire, OK, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Ouais. Aujourd'hui, je me mets même dans la pire zone du monde entier. C'était laquelle ton étape préférée? C'est lequel? On l'a fait ça dans le podcast cette semaine. Mon étape préférée, il me semble, c'était 10 ou 11. L'étape de Toulouse qu'Abrahamson, il gagne. Ouais. Tout le long, j'étais comme aujourd'hui. J'avais parlé la veille avec Quentin Paché, de coureur d'FDJ, qui était locaux. Puis j'ai demandé un peu demain, c'est comment. Il fait non, c'est quand même dur demain. Puis il y a des bosses. Mais jamais je m'attendais à une étape. Il y a eu de la bagarre, 100% de l'étape. Ça s'est jamais posé. Tu sais, il n'y a jamais eu cette fameuse, OK, l'échappée part, le peloton se met, puis ça paye, ses équipes qui veulent gagner, contrôle. Jamais, ça n'a jamais arrêté, ça a toujours lancé, toujours relancé. L'échappée kilomètre 0, c'est eux qui se rendent au bout. Ouais, finalement. C'est eux qui gagnent. Derrière, ils réussissent à maintenir comme un échappée royal. Van Der Poel, Quinn Simmons, je pense Illy est encore là, Van Aert. Ils réussissent à les tenir à 20 secondes. T'as Van Der Poel qui rentre quasiment. T'sais, ça a tenu. Van Der Poel qui pense qu'il n'y a personne en avant aussi pendant un bout. Ouais. Qui réalise à la fin là, qu'il y avait des gars devant. Non, c'était une étape. Puis de voir 2 coureurs, tu sais, Schmidt puis Abrahamson, c'est des coureurs le fun, c'est des équipiers, ils se donnent, ils travaillent beaucoup pour les autres, mais c'est quand même des machines. Là. Abrahamson, je le suivais sur Instagram, puis genre, des fois, il pose des trucs qu'il fait, là, puis il pousse en tabarnak des watts sur Swift. Là. C'est une bête. Là. L'étape de Bolène-Valence,
il y a Quentin, justement, qui est en échappé, puis il se fait tordre dans le final. Là. Il y avait la pluie. Puis là, j'y texte ce soir, j'étais comme. Puis c'était le fun, le tordage, se faire lessiver de même. Puis comme, il dit, sérieusement, il dit, c'est moi qui aurais dû être le plus combatif, là, juste dans sa roue. Ouais. Juste de rester. Sérieux, il dit, ça avait pas de sens. Sur le plat, ils ont pas pu tenir. Les gars, t'es voyais au sprint, là, mais il est aéro en plus. Il est aéro, il a l'air. Tu sais, des fois, t'as ta morphologie. Il est comme. Il a l'air d'un tonneau, là. Il a une shape de tonneau, man. Tu sais, c'est avec. Comme Remco. Comme Remco sur son TT, ouais. Même pas sur son TT, même sur son bac de roue. Ouais, tu sais, c'est. À un moment donné, t'as ta morphologie, là. Moi, j'étais un paravent, là, avec mes épaules carrées. Tu peux pas être un tonneau de même. Tu sais, Stéphane Kung, qui était vice-champion du monde de TT, puis tout. Je me souviens, des fois, il finissait les chronos, il est comme, mais c'est pas possible. Il dit je peux pas physiquement, je peux pas pousser plus de watts. Là. Il faisait des chronos à genre 490, 500 watts de moyenne, 520 watts de moyenne. Il me bat encore, mais lui, il faisait 100 watts de plus que Remco. Mais lui, il fait 6 pieds 3, il est grand. C'est comme, à un moment donné, je peux pas me battre. Il se tape les épaules au départ pour se rentrer. Tu sais, il se disloque, là. Quand il enfile son skin, là, il monte, il se disloque quasiment les deux épaules. Il se tape, là, puis les deux épaules collées ses oreilles. C'est débile, ça. C'est débile. Il est comme, mais je peux pas pousser plus de watts à un moment donné. Ça n'a pas de bon sens. L'aérodynamisme, man, je m'étais fait faire un bike fit sur mon bike de tri. Ouais. Puis le gars qui fait mon bike fit, c'est Jordan Wagner. Je sais pas si tu le connais. Là. Il a gagné le championnat québécois contre la montre Under 23 ou Under 21. Je me rappelle plus. Là. Fait que c'est un bon crinqué de contre la montre. Là. Puis là, il me place de même. Puis là, il dit... Ouais, écoute, sur le côté, c'est beau, mais en avant, c'est large pas mal, mais il n'y a absolument rien qu'on peut faire. C'est juste les épaules de natation qui sont de même, qui pognent le vent. Il n'y a rien qu'on peut faire rendu là. Puis tu sais, travailler, là. Ah non, c'est tellement pas confortable. Tu rentres, là. Ah si, c'est tellement pas nice. Non, juste le faire, je viens de cramper. Ouais, moi, je viens de cramper dans le pec aussi. C'est soit ça où on est vieux, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, t'en as un là-dedans, Victor Campenart, là. Lui, c'est comme c'est un débile. Monsieur, à un moment donné, je le connais pas personnellement. Il a l'air d'un débile. Ah ouais. Puis quand tu portes pas de lunettes, là. Ouais, mais j'ai longtemps porté pas de lunettes, moi, au début. Ouais, hein? Ouais. Puis, c'est ça, un vrai débile. Mais ouais, tu sais, soigneur, il me disait, genre, lui, il est devenu comme freak de comme justement comment je peux sauver. Je suis pas le plus fort. Tu sais, je suis pas le plus talentueux. Comment je peux sauver le plus de watts? Comment je peux être le plus aéro, le plus efficace? Puis lui, il passe ses journées, tu sais, il a comme vraiment poussé, là, avant que l'aérodynamisme soit hyper populaire, il mettait comme des longs skins, des bas, il avait une position comme... Il passait, mettons, sur un grand tour, chaque jour, en mode, même au milieu du peloton, là, s'il était capable de faire une journée à 150 watts, il la faisait. Ouais. Même si, mettons, pour tout le monde, c'était, je sais pas, j'avais poussé 220 watts. C'est pas une grosse journée, c'était une journée facile aujourd'hui. Lui, il est comme, mais c'est à chaque jour, il est capable de pousser 50 watts de moins que tout le monde. Ouais. Hey, après 3 semaines, ça en fait de la watt. Là. À chaque jour, l'énergie de moins qu'il dépense. Fait que c'est ça qu'il fait. Il fait de l'étirement comme un malade pour être capable de se mettre dans cette position-là ultra inconfortable. Mais comme de fait, Campenart, ça a été à la fin du tour le meilleur équipier de Vingegaard. Ça a été probablement lui qui a fait la meilleure job d'équipier à Visma. Là. Ouais. Mettons que tu exclues Van Aert qui était plus en mode gagner aussi, la dernière étape, mettons. Là. Mais Campenart était tout le temps là. Ouais. Il était là jusqu'à la fin, tout le temps. Ouais. Campenart et Quinn Simmons, c'est les deux MVP pour moi du tour. Quinn Simmons, de se faire appeler après le Tour de Suisse, se faire dire OK, tu viens sur le Tour de France, mais tu vas tirer le bunch. Ouais. C'était ça la règle. Tu viens, tu tires le bunch, puis il est arrivé, puis il a tiré le bunch. Ah, mais il a fait n'importe quoi, là. C'est sérieux, là. Parce qu'il était tellement fort qu'il aurait pu être dans des échappées puis jouer la victoire d'étape par bout. Mais il l'a joué, il a fini, je pense, 2 fois deuxième. Il a fait. Mais imagine l'énergie qu'il dépensait pour être en avant du bunch puis amener Milan le plus proche possible de la fin. Il tirait dans tout ce qui bougeait. Puis pour moi, il y avait une victoire d'étape dans les jambes. Là. S'il avait justement, sachant qu'il y avait au moins 3 étapes qu'il allait devoir gérer le bunch pour les sprints,
Mais là, il a fait, je pense, 6 échappés, 7 échappés. Il était dans tous les fucking coups tout le temps, puis tu le voyais. Puis moi, il est dur à pas voir non plus, là. Ouais, c'est le gars que tu vois en premier. Je parlais avec certains de ses teammates, puis il était comme sérieux, man. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il était strong as a horse, but dumb as a donkey. Ouais. C'est bon, ça. Tu sais, il a fait beaucoup d'erreurs un peu, je pense, de vouloir. Puis justement, il a fait un peu comme Ely qui a dit, comme l'an dernier, j'essayais d'aller partout, puis il passait toujours proche, mais faut que tu snipes un moment donné. Là, c'est comme, t'es fort, là, mais non, vous êtes pas tous Pogacar. Ouais. Faut que tu cibles un peu ton étape. T'as ce qu'il faut pour gagner, mais tu peux pas tirer partout parce que le niveau est trop dur. Il y a trop de gars forts pour gagner. Il faut que tu gères un peu, même si t'es très fort. Là. Fait que. Ouais. C'est le moment de mes hot takes. Vas-y. Je veux qu'on discute un petit peu plus largement de. Tu sais, avec le Tour de France qu'on vient de vivre. Il y a aussi eu la série Netflix qui est sortie, que je sais pas si tu as écouté. Je l'ai lu du balayage. Tu l'as skimé, ok. Puis, tu sais, il y a une grosse critique autour de l'arrivée de UAE puis de l'argent dans le cyclisme pro. Premièrement, moi, puis là, je suis vraiment curieux d'avoir ton impression là-dessus. Tu sais, ils mettent vraiment comme, surtout dans la série Netflix, ils mettent genre. Le premier épisode s'appelle David contre Goliath. C'est comme les pauvres petites équipes françaises versus, ou même, principalement françaises, là, l'attention est mise là-dessus, versus les UAE, les Red Bull, les Visma qui arrivent avec des gros budgets. Moi, j'ai rarement entendu parler d'un sport qui est pas content qu'il y ait de l'argent qui arrive dans le sport. Tu sais, moi, mettons, le meilleur parallèle que je vais prendre pour mon hot take sur ça, c'est le Rouge et Or de l'Université Laval. Ouais. Le club de football du Rouge et Or. Il y a une année qu'ils ont comme gagné 4 Coupes Vanier en 5 ans. Puis là, le monde disait, comme les commentateurs sportifs disaient, le Rouge et Or est trop fort. Faut faire quelque chose pour avoir une parité dans la ligue. Puis, au final, non. Faut que les autres équipes regardent le Rouge et Or puis disent qu'est-ce qu'eux font que nous, on peut faire. Ben oui. Niveler vers le haut à la place de niveler vers le bas. 100%. Fait que moi, j'ai l'impression que, j'imagine que tu sembles tendre vers la même direction de moi. Moi, je trouve que des gros joueurs qui arrivent comme ça dans l'industrie font juste dire, toi, qui est un peu plus artisanal puis comme une équipe un peu plus de maison, ton sport se professionnalise. Fait que t'as pas le choix de le faire, toi aussi. On embarque dans le bateau. Là. Ouais. Toi, à quel point est-ce que tu penses que le budget fait une grosse différence? Parce que, je vais rajouter une partie à ma question. Pogacar aurait été sur Arkea, BNB, Hotel. Cette année, il aurait gagné le Tour de France quand même. T'sais. Peut-être que ça, c'est une take que j'ai que toi, tu partages pas. Je suis curieux d'entendre ton opinion là-dessus. Mais c'est UAE qui ont gagné le Tour de France, mais c'est Tadej Pogacar qui a gagné le Tour de France quand même. T'sais. Ça, je suis pas 100% d'accord là-dessus. Mais mettons ton premier take. Moi aussi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. L'idée, il faut se niveler vers le haut. Justement, t'as du monde qui arrive de l'extérieur avec des gros budgets, des sponsors comme Red Bull. C'est ça qu'on veut. C'est ça que tu veux dans le vélo. C'est ça que tu veux. Il y a Mastercard, Samsung. Tu veux que Decathlon arrive dans le vélo. Tu veux que les budgets arrivent. C'est une belle chose. Puis l'équipe française, c'est ce qui est difficile aussi. Les gagnants vont être les coureurs en passant. On parle des... 100%. Le but, c'est de grossir la tarte. Là, pas de la fractionner avec plus de part. Puis les équipes françaises, ce qui est difficile, c'est que le système d'imposition puis de charge sociale fait qu'un coureur, mettons, si on dit des chiffrons, mettons, un coureur qui a un salaire d'1 million, coûte 1,5 million à l'équipe, puis le coureur, il donne 50% d'impôts. C'est que pour un salaire d'1 million, il y a 1 million qui est donné aux... Les équipes, le budget est considéré... Tu peux pas te permettre... Une équipe peut pas se permettre d'avoir, mettons, 4 grosses têtes d'affiche avec des équipiers qui valent, tu sais, Tadej, il n'y a pas un équipier en bas d'1 million là, au départ du tour. Là. Ça fait que Arkea, il n'y a probablement pas un coureur en haut d'1 million. Tu sais, ça fait que les masses salariales sont vraiment disproportionnées. Puis à un moment donné, un coureur qui vaut 200 000, puis un coureur qui vaut 1 million, puis qui ont le même rôle,
Normalement, si le coureur vaut 1 million, c'est qu'il a démontré qu'il était plus fort. Mettons, moi, là, je faisais de la job contre des anciens triple champions du monde de contre-la-montre qui étaient rendus un peu plus vieux, genre un Tony Martin, un Rowan Dennis, pis ces gars-là, on avait le même rôle, tu sais. On était côte à côte, c'est comme moi, mais lui. T'as pas le même portefeuille, là. Non, je suis pas le même. On me demande de faire la même job. Ouais. J'ai le même rôle, puis on est devant le peloton, là, coude à coude. Là. Ouais. Puis il faut que je le batte au virage. Fait que, tu sais, à un moment donné, des fois, il me bat, là. Ouais, je comprends. Ouais. Ça fait que c'est ça la grosse différence. Puis, mais, tu sais, c'est pour ça que les équipes françaises, puis les Français, souvent, ils veulent pas aller dans les équipes étrangères parce que si t'es domicilié en France, tu dois payer ces charges-là. Ça fait que là, puis là, l'équipe ne voudront pas payer tes charges. On rentrera pas d'un coup de fiscalité, mais bon, c'est ça, ça complique la chose. Ça prendrait des budgets, mettons, pour être équivalent. Quasiment ça prendrait 3 fois plus, parce que c'est déjà 2 fois plus le budget, mais avec les charges comme un autre 50%. Ça fait que ça complique. C'est la réalité, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Mais ça reste que, tu sais, c'est bon, je pense. Faut que les budgets augmentent. Faut amener des gros commanditaires. Faut que ça reste. Faut montrer, mettons, au petit budget que c'est que on est capable, au lieu de dire nous on est fiers d'être un petit budget, on est à notre image, comme mettons des Jean-René Bernadeau, qui est comme on est atypique. Oui, ils sont atypiques. J'ai habité, moi, dans ce manoir-là qu'on voit dans sa série. En dessous des escaliers. Là. Mais tu sais, c'est comme, OK, c'est bien cute, mais ça reste que tu veux jouer dans le cours des grands. À un moment donné, il faut que tu rentres dans le bateau, je pense. Faut que tu essaies d'aller, mais c'est tough, tu sais, trouver des gros commanditaires. Puis, oui, mais en même temps, man, je veux dire, c'est tellement rendu. Les entreprises qui sont capables de le voir vont être les entreprises qui vont le plus rayonner, mais les ratings sont en bas, mais c'est plus comme ça que le monde consomme le vélo. Je veux dire, le vélo n'a jamais été aussi populaire. 100%. Ever. Fait que ça, tu sais, l'argent, il y a de l'argent là. Ouais. C'est sûr, pour tous les commanditaires, il faut juste qu'il y trop. Puis ton deuxième volet, tu sais, un Tadej Pogačar. Mais c'est pas un Tadej sur juste une course, tu sais. Mettons, l'équipe, il y a tellement, tu sais, quand l'équipe y investit, c'est pas juste comme je te donne un gros salaire parce que t'es un gros cheval. C'est, tu sais, il y a tellement de staff, il y a tellement de choses derrière. Tu sais, il y avait une entrevue à un moment donné de Kevin Vauquelin qui disait, comme, quand il se fait battre au contre-la-montre de la dernière étape avec le maillot jaune de ses épaules, il est comme, tu sais, je veux qu'on sache, on se bat contre eux. Nous, cette semaine, on n'avait pas de chef, on n'avait pas d'ostéopathe, on n'avait pas de... tu sais, c'est sur toute l'année, mettons... sur chaque course, il y a plus de support. T'as le nutritionniste qui est présent, t'as le doc, t'as les traitements, t'as tout ce qu'il faut. Après ça, au camp d'entraînement, tous les coureurs peuvent aller, tu sais, mettons, il y a plus. Même eux, sur la liste B, ils ont un camp d'entraînement. C'est que là, t'as ton équipe A, B, C qui sont traités aussi bien, qui sont bien amenés, qu'après ça, la technologie est plus avancée, il y a plus d'argent pour envoyer. Mettons, des fois, tu vois l'équipe, toute l'équipe performe au chrono. Ben ouais, mais tous les coureurs vont en soufflerie. C'est pas toutes les équipes qui payent pour tout le coureur d'aller en soufflerie. Tu sais, c'est plein de petits détails de même. Puis qui fait que, oui, mettons, il serait bon pareil, Pogačar, chez Arkea, par exemple. Mais après, puis pour supporter, tu mets Pogačar avec une équipe qui est pas capable de le supporter. Un grand tour, ça se gagne pas tout seul. Oui, il va gagner l'étape en haut de Takam, mais ça va faire trois coups, 3 jours qu'il est tout seul. Après un moment donné, t'es isolé. Là, t'as une équipe qui prend le dessus. Tu peux pas être un champion. Un tour, ça se gagne en équipe. Ouais. Point. Peu importe. Ouais, je comprends. Peu importe quel coureur t'es. Puis il y a une équipe de grand tour. Souvent, les équipes de grand tour qui mettent un sprinter, ça marche jamais bien. Parce que c'est un équipier de moins. Mais c'est plus, parce que le sprinter, il a besoin de monde. Ouais. Puis là, tu te retrouves avec comme 3 gars sprint, 5 gars général. Ça n'en manque. T'as besoin de tout ton monde. Parce que maintenant, il y a des gars, tu sais, il y a une étape, c'est Pavel Sivakov qui pète avant Nils Politz. Hey, puis là, regarde, il y a une chance que Pogačar a été fort, mais il a moins pu s'en permettre. Puis il a perdu Almeida avant Montagne, qui était son dernier, son right-hand man pour la haute montagne. Il s'est même pas rendu là. Ça fait peu importe t'es qui, t'as pas d'équipe, là. Je comprends. Ça marchera pas. Je comprends. Pas sur un grand tour, par exemple, du moins. Parce qu'il y avait quand même l'argumentaire de comme. Ils se sont payés Pogačar, là.
UAE, là, ils sont capables de se payer Pogacar, mais la réalité, c'est que c'est les premiers à l'avoir signé pour un contrat de débutant, de débutant, 750 000 €, ce qui n'est pas le contrat de Pogacar. C'était pas mon premier contrat. Non, c'est ça, sauf que quand même, il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu scouter Pogacar puis l'engager à 750 000 €. Puis après ça, se dire, quand t'as Pogacar puis qu'à l'année 2, il est sur le podium au Tour de France, tu peux aussi appeler Colnago puis faire « Hey, c'est parce que là, il y a comme ce gars-là qui va gagner tout ce qui existe prochainement. Genre, est-ce que vous embarquez? Puis là, tu as de l'argent pour payer son salaire et l'encadrer, etc., là, tu sais. Ouais, mais grâce à ça, là, maintenant, ça lève tout le monde vers le haut. Le salaire moyen est rendu à 1,5 million. Là. Puis c'était pas ça il y a 10 ans. Non. Puis les plus gros salariés, tu sais, c'est comme le problème, c'est que les petites équipes, ils ont plus de budget pour se payer ça. Tu sais, nous, FDJ, il y avait scouté Lenny Martinez. Lenny Martinez fait ses 2 premières années au pro, génial. Mais là, eux, c'était comme, OK, là, on l'avait déjà vraiment signé cher, mais là, on peut rien qu'il offrir 800 000. Mais il se fait offrir 2,5 millions chez Bahreïn. C'est normal qu'il fasse le move, c'est qu'après, il faut que tu sois capable. Puis là, après ça, tu vends à l'équipe. Je me souviens, j'ai mené un de mes teammates qu'il se fait offrir beaucoup plus que ce que le budget de l'équipe avait, mais il était tellement important pour l'équipe. Là, je sais que l'équipe, le budget était clos. Il n'y avait pas le cash. Ils ont été voir le commanditaire. Puis c'était comme, si vous voulez qu'on le garde, il nous manque 1 million. Genre. Sinon, on le perd, puis on peut pas se permettre de le perdre. Fait que des fois, tu réussis à faire ça, mais comme ça reste que maintenant, les équipiers valent plus cher, les leaders valent plus cher. C'est aux équipes de trouver. Mais c'est pour ça qu'on voit des gros écarts. Puis on peut pas dire, oh mon Dieu, cette équipe-là, on les a pas vus, ils sont pas bons. Ouais, mais crime, ils sont pas bons et on fait avec ce qu'on a là. Puis un coureur, notre coureur, il vaut 10 fois moins que l'autre là. C'est qu'il des fois il est un petit peu moins bon là. Il y a des chances. Il y a des chances que ce soit ça. Ça fait que. Après ça, l'autre take que j'avais, c'est que. OK. On s'est tous réjouis à juste titre du record de Mark Cavendish. On était tous très heureux de voir Mark Cavendish faire le 35 victoires au Tour de France, puis c'est great. Mais ma question, puis mon take, c'est quelle est la valeur de ce record-là si on décourage le meilleur coureur de gagner chaque fois qu'il a la chance de gagner? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Parce que j'ai l'impression qu'avec autant la couverture médiatique, cette année et l'année passée, la série Netflix a joué beaucoup là-dedans, là, l'espèce de Tadej le méchant qui veut tout prendre puis en laisser à personne. Que là, on voyait des étapes que Tadej aurait gagné l'année passée, mais qui était assis sur son vélo en respirant par le nez. Mettons, il y en a au moins 2. Il y a au moins le Ventoux, qui était en arrière de Vingegaard, puis qui était assis, puis qui respirait par le nez en zone 2, zone 3, mettons. Puis après ça, la Longue, col de la Longue. La Lose. La Lose, c'est ça. Ouais. C'était le même principe. C'est lui qui est assis sur son bike. Aussi, hein? Ouais, aussi. Il est assis sur son bike, il respire par le nez, puis il essaye même pas. Ça paraît qu'il essaye pas. Genre, tu sais, moi c'était vraiment... Puis peut-être que tu vas me contredire, tu vas dire qu'il essayait, puis que la situation a fait qu'il n'aurait pas gagné de toute façon. Mais mettons, le Ventoux, moi, regarder l'étape du Ventoux, c'est cool pour Valentin Paré-Peintre, là, qui a gagné en haut, là. Mais il y avait vraiment le gros bémol dans ma tête depuis le bas du Ventoux, Tadej est assis sur son vélo, puis il a pas ouvert la bouche une fois. Fait que, mettons, que vaut le record de Cavendish si, dans le même tour, Tadej pourrait gagner 4 étapes de plus, mettons? Ben... Vas-y, je te lance cette grenade-là, puis je t'invite à l'ouvrir. Moi, sérieux, je pense... Hey, c'est pas de la PlayStation, là. C'est le Tour de France, c'est sur des gros cols, 3e de grand tour. Je pense qu'ils nous habituent à faire des coups d'exploit, mais un moment donné, tu sais, c'est des longues saisons, il était en forme beaucoup. Il démontre pas qu'il a l'air all out. Non, mais tu sais, sur un col d'une heure, tu gères, justement, il peut pas se permettre, le Vingegaard montrait qu'il était fort. Ouais. Il faisait des grosses attaques, il était capable de répondre. Mais de dire, okay, est-ce que c'est quoi mettons... Il répondait assis.
Souvent. Ouais, mais réponds tout le temps. Si, là, c'est comme ça. Mais tu sais, c'est comme pourquoi j'irais d'en mettre, prendre le risque de faire, mettons, dire, OK, je peux aller la gagner, là, le Ventoux, si on parle du Ventoux. Je peux faire, si je fais les 4 derniers kilos all out, je vais le rattraper par épingle. C'est sûr. Mais est-ce que je vais lâcher Vingegaard? Est-ce que je me permets de me mettre à risque vent de face? Il l'a attaqué, Vingegaard, il l'a pas lâché. Ouais. Là, est-ce que je vais vraiment continuer à insister de genre me faire du mal? Demain, il y a encore une grosse étape. Après-demain, il y a encore il y a un énorme week-end qui s'en va. Là, en ce moment, je l'ai le maillot. Lui, il montre pas qu'il est faible. Est-ce que je prends ce risque-là pour gagner l'étape? J'ai plus de teammates. Si Almeida était là, puis il dit Almeida roule full gas, on la gagne. Ouais. Mais le fait qu'il l'ait perdu, il a toujours été isolé. C'est que là, ça met il a tout le poids à ses épaules, puis il a tout à perdre. Il n'est pas en position de devoir gagner cette étape-là. Parce que, oui, for sure, il était capable, il aurait pu les gagner, mais il se mettait à risque. Ouais. Il se mettait à risque, puis le risque il est extrêmement gros parce que si Vingegaard, il pétait à son petit train, il aurait accéléré un petit peu plus, puis ils auraient rattrapé là, les O'Connor, puis Arensman, puis Parepintre. Ouais. Mais là, c'était pas le cas. Il a juste joué extrêmement smart. Il montrait, le monde disait, oh, il a l'air tanné, il a l'air tanné. Non, il avait l'air fatigué. C'est ça que tu trouves, toi? Il avait l'air fatigué. Puis c'est stressant, la pression, là. Day one, là, il joue. Ah, tu le vois, là, les médias. Là. Ah, yes, il gagne trop. Ah, non, tu gagnes trop. Il gagne pas assez. Ah, là, tu gagnes pas assez. Le monde n'est jamais content. Il gagne 4 étapes. Hein, t'aurais pu en faire plus. Si je n'avais eu plus, on aurait dit que j'en laissais pas. Là, il gagne 4 étapes. Il gagne le maillot jaune. Là, il y a le record du plus grand nombre de maillots portés de l'histoire. Il a gagné sa 100e victoire. Là, tout le monde, il dit qu'il faut qu'il soit plus calme. Il est plus calme, le monde n'est pas content. Moi, je trouve qu'il a fait un très beau tour. Il a montré, le dernier tour. Il est allé prendre tous les risques possibles le dernier jour pour essayer de la gagner puis faire le show. C'est qu'il est pas tanné, mais il savait qu'il avait son GC. Ouais. Fait qu'il pouvait se permettre. Mais avant, tant que t'es pas à Paris, puis une mauvaise journée, tu sais, moi, j'en ai parlé souvent, une mauvaise journée en 3e semaine avec 5000 mètres de dénivelé, tu perds le tour. 10 secondes. Ça y est déjà arrivé, en fait. Une journée 100 au pied du col de la Lose à Moutier, là, c'est 30 bornes de montée. Là. Ouais. La vallée là, est interminable, puis c'est de plus en plus raide puis au sommet, t'es en altitude. Puis le Ventoux, là, je l'ai monté, j'habitais à une demi-heure. J'ai le col, j'ai plus monté de ma vie. Là. Ouais. Le sommet, là, tu peux vite faire une défaillance. Puis le dernier kilo, il est 11%, là, puis tu queen, là. Tu couines longtemps, là. Tu peux perdre du temps. Ouais. Puis c'est là que... Puis il s'est assuré que ça arrive pas. Il n'y a rien à dire. Pour moi... Je comprends. Pour moi, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Je comprends. Puis il a gagné. C'était ça l'objectif. Tu vois, c'est juste que la dernière étape... Parce que, OK, l'étape 19, que c'est Arensman qui a gagné. Ouais. Parce que moi, avant cette étape-là, je me disais... Il donne les étapes aux autres. Tu sais. Ouais. Mais à cette étape-là, quand il a essayé de dropper Vingegaard puis il a pas réussi, je me suis dit, OK, peut-être au final que c'était qu'il se sentait pas il se sentait pas, mettons, dans sa shape du Giro l'année passée. Là, où est-ce que dans le Giro l'année passée, en bas de chaque but, il partait tout seul, puis c'était fini. Là, puis il faisait Otakam à toutes les étapes de montagne. Puis comme si faire Otakam, c'est genre... Maintenant, il faisait Otakam, ça veut dire tu pars en bas, puis tu finis tout seul. Puis fait que là, à l'étape 19, je me suis dit, OK, ben peut-être que c'était ça. Parce que clairement, il a essayé, puis il a pas réussi de dropper Vingegaard. Fait que tu te dis, bon, il devait pas se sentir si en jambes. Mais après ça, quand t'arrives l'étape 21, puis que là, tu vois qu'il race pour la victoire, parce que je me rappelle, je t'avais écrit à m'amener sur Instagram pour savoir, tu sais, ton opinion par rapport à la suspicion de dopage de Tadej Pogačar. Puis tu m'avais répondu comme, il a l'air d'avoir trop de fun à racer. Puis à l'étape 21, il avait l'air d'avoir du fun. En arrivant, man, il était genre, tu sais, il était comme, il souriait, il avait l'air d'avoir eu du plaisir à faire cette étape-là versus toutes les autres fois qu'il restait assis en arrière de Vingegaard. Il avait pas l'air d'avoir du plaisir. Oui, mais est-ce qu'il y a tellement de pression? Ouais, le poids, là, tu sais, le monde... Il y a 50 personnes là, qui
qui ont pris leur mois de juillet, là, puis tous les mois de préparation avant là, pour dire on gagne le tour. C'est ça qui est vendu aux princes arabes. C'est ça qui est. On gagne le tour avec Pogacar. On le reproche de trop. Tu peux pas te permettre de prendre le risque. Il a déjà fait des coups. Ça se peut qu'il n'y ait pas eu de fun. Puis il a pas eu de fun. Puis il l'a démontré. Ouais. Il a dit, vous voulez que je gagne le tour? C'est ça que je m'assure de faire. J'ai gagné mes étapes. J'ai gagné ma 100e. J'ai le maillot à poids. Mais là, il me manque un équipier pour mon équipier qui est ultra important. Je ne vais pas prendre le risque. Vingegaard est en forme. Il y a encore des équipiers. Je peux pas jouer. Là, à Paris, 100% jeu, c'est gagné. Les time checks sont finis. Je sais que je ferai pas la Vuelta. Je peux me crisser à terre si je veux. Je vais essayer de la gagner. C'est un effort de 3 minutes. Ouais. Yes, race on. Puis c'est ça qu'il aime faire. C'est ça qu'il a l'air d'aimer faire. C'est ça qu'il aime faire. C'est tough. Hey, sérieusement, là, c'est tellement tough, un grand tour. La pression de faire un général. Là, moi, j'ai travaillé pour aider quelqu'un au général, mais quand ça reste, là, moi, quand ma job est faite, puis je monte le col, là, je pense à demain. Là. Ouais. Eux, là, à tous les jours, puis même le mauvais jour, ils s'accrochent. Même si lui, son mauvais jour, il est encore plus fort que les autres, il est pas bien, il a mal aux jambes, puis il est comme ici. D'habitude, quand je force de même, je finis avec 3 minutes. Là, je suis même pas capable de lâcher. Je suis pas capable de rattraper Timen Arensman puis Lipovitz. Ça fait que, tu sais, je pense que c'est juste ça, là. Il a joué safe, puis il a gagné, mais comme il a démontré que non, il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Puis il a vraiment... Il l'a joué safe. Le monde dit qu'il s'ennuyait puis il avait l'air de trouver ça facile. Non. C'est comme... Même année, t'as des coureurs qui sont plus expressifs, des coureurs qui sont moins expressifs. Non, moi, je suis... Tu m'as convaincu. Tu m'as convaincu. Ceci étant dit, l'impression qui demeure, c'est que je préfère vraiment le voir comme exploser une course que d'être conservateur, mais ça, c'est tout le monde, j'imagine. Ben oui, mais maintenant, c'est pas les 10 premiers jours qu'ils ont fait, moi, je voyais ça aller, puis je disais au monde, c'est comme, tu peux pas attaquer, puis dépasser, puis la pression. Hey, c'est tough, là. Ouais. Hey, le matin là, de la 3e semaine, là, puis là, t'as comme 15 000 mètres, 20 000 mètres de dénivelé en 4 jours, là. Ouais, je comprends. T'es fatigué, là. T'as beau être le meilleur au monde. T'as beau être le meilleur au monde, là. Ça fait que. Ouais. Give him some slacks. Non, tout à fait. Écoute, je vais être le premier à le faire avec grand plaisir. Ton podcast, qu'est-ce que tu continues? C'est Entre selle et pédale? Entre la selle et la pédale. Entre la selle et la pédale. Le lien, je vais mettre le lien dans la description du podcast. Est-ce que tu le continues encore? Ouais, on analyse, je vais pas le suivre, là, le tour. On faisait vraiment à chaque jour, voire aux 2 jours. Là, je vais reprendre un peu. Quand il n'y a pas trop de courses, on fait des sujets. On invite des coachs comme Dave l'autre fois, des nutritionnistes, plein d'affaires. Là, on parle de d'autres sujets du vélo qui intéressent le monde. Puis... sinon, là, la Vuelta, on va en faire 1 ou 2 par semaine. Okay. Après ça, c'est les Grands Prix qui s'en viennent, Championnat du monde, Lombardie. De manière générale, on fait comme les grosses courses, puis sinon, on parle de d'autres affaires, le fun, de vélo. Là. Championnat du monde, prédiction rapide. Ben, Rwanda, il y a du dénivelé en masse. Là. Ouais, mais c'est pas les mêmes genres de parcours. Es-tu déjà allé rouler au Rwanda? Non. Okay. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais été là. Mais... des mondiaux, c'est à part. Je sais pas si c'est assez dur pour tant que Pogacar puisse, comme l'an dernier à Zurich. Ouais. Je pense que c'est Québec-Montréal, les Grands Prix cyclistes, là, ça va être un... Es-tu ambassadeur encore cette année? Ouais, je vais être là. Mais c'est un pre-match des mondiaux, là, avec c'est les mondiaux dans un an. C'est la 2 semaines avant les mondiaux au Rwanda, genre? Ouais, exact. Puis c'est l'année avant les mondiaux l'année prochaine, ici à Montréal? 2026. Ils ont-tu sorti le parcours? Pas officiel. Ça veut peux-tu genre me dire ça va ressembler un peu au Grand Prix? Ça va être dans un univers proche des Grands Prix. Ça se pourrait que Camille Yaoul ça va être dans un univers assez similaire. Ça fait que plus pour Tadej ou pour Van Der Poel, mettons? Ben, il va y avoir moins de laps. Il y a moins de laps, donc ça va être un peu plus... Ce qui est les mondiaux, c'est comme 280 km. Là, d'habitude, c'est qu'il y a comme une partie en ligne qui n'est pas dévoilée. Mais c'est qu'il va y avoir un peu moins de tours, donc moins de dénivelé. Ouais. Ça a un aimé, ça reste 280 km. Ouais.
ça va être un champion qui va gagner. Pas le choix. Ça va être un champion du monde. Ouais, mais tu sais, des fois, il y a des, mettons, il y a des parcours un peu plus faciles que comme moins une grande vedette peut. C'est rare que c'est pas un top, mais tu sais, des fois, tu peux avoir, mettons, le top 10, ça va être les gros noms qu'on connaît. Il n'y a pas de cachette. Il n'y aura pas de cachette à se faire. Ça va être vraiment cool. Cette année, je pense bien que Van Aert va être là aussi, ce qui fait pas la Vuelta. Les hitters, un an avant, d'habitude, ils viennent l'essayer. Tu as la chance d'être à peu près sur le même parcours. Ça fait que... Très cool, man. Merci beaucoup pour ça. C'était super le fun. Merci de l'invitation. Yes. À la prochaine. Ciao.